Économie Le Max sur i24 News. Bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, le boycott d'Israël qui revient en force à la une de l'actualité. De nombreuses organisations pro-palestiniennes multiplient les initiatives. Leur action vise à faire plier Israël par le biais de l'économie. Alors parviennent-ils vraiment à leur fin? On fait le point dans un instant. Et puis en parlant de commerce et d'investissement en Israël, un cas pratique dans quelques minutes. Nous recevrons Frédéric Loga, directeur des opérations pour la société française Acacia Dynamics. Il nous parlera de ses projets de coopération avec Israël et du pourquoi de sa présence ici. Rendez-vous en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. Et on commence par un point rapide sur l'actualité économique internationale, toujours dominée par ce sommet États-Unis-Afrique. Il est question de développer, d'accélérer les relations bilatérales. 40 chefs d'État et de gouvernement africains sont réunis depuis lundi à Washington. Et Barack Obama a annoncé hier le déblocage de 33 milliards de dollars en faveur de ce continent en plein essor. Il s'agira d'aide publique et d'investissements privés. L'Amérique qui espère combler une partie de son retard sur l'Europe et la Chine, les deux premiers partenaires commerciaux de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique subsaharienne qui représente seulement 1% aujourd'hui des exportations de produits américains. On écoute Barack Obama ainsi que l'un de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche, Bill Clinton. L'ensemble des nouveaux engagements que j'ai décrits aujourd'hui par notre gouvernement et nos multiples partenaires s'élèvent à 33 milliards de dollars. Cela contribuera au développement de l'Afrique et à la création d'emplois aux États-Unis. La clé de la prochaine vague de croissance en Afrique ne se trouve pas ici aux États-Unis, mais en Afrique. L'économie, ce n'est pas de la théologie. Et quand vous dirigez un pays, il faut créer des opportunités pour que toutes vos entreprises soient compétitives. Voilà le rôle de la Banque d'import-export américaine. Je pense que nous pouvons faire en sorte qu'il y ait plus de diversification économique en Afrique. Voilà, et dossier spécial à ne pas manquer demain dans notre émission sur ce sommet inédit USA-Afrique. Et forcément, l'épidémie d'Ebola est également au cœur de ces discussions à Washington. Macky Sall, le président du Sénégal, a évoqué hier une menace contre l'humanité. Déjà 1600 cas d'infection d'après l'OMS et un peu moins de 900 décès en Afrique de l'Ouest depuis mars. Va-t-il falloir revoir à la baisse les estimations de croissance pour la région? Le FMI prévoit déjà un chiffre de 3,5% pour la Guinée contre 4,5% initialement attendu. Alors d'autres pays s'inquiètent d'une propagation et à l'image de la ville de Lagos au Nigeria, 20 millions d'habitants où un deuxième cas a été détecté lundi. Agriculture, commerce ou encore mines, de nombreux secteurs sont déjà affectés. Et pour le Libéria, il est encore trop tôt pour évaluer l'impact économique du virus. Actuellement, personne ne peut prédire l'ampleur des conséquences économiques. Cela dépendra de la durée de l'épidémie et aussi des mesures qui seront prises par le gouvernement. Il y aura moins de travail pour les personnes aux faibles revenus. La consommation et les réinvestissements pour certaines entreprises vont diminuer et tout cela est la cause directe du virus Ebola. Le déficit actuel est en train d'augmenter et maintenant, le manque de productivité dans le secteur réel va s'accentuer à cause de cette maladie. Voilà, et sachez que la Banque mondiale mobilise 200 millions de dollars en urgence pour aider donc la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone pour contenir donc cette épidémie. L'Égypte et les grands travaux de retour sous la houlette du président Al-Sisi qui a annoncé hier un projet de nouveau canal, 72 km en parallèle de l'actuel canal de Suez. Projet pharaonique puisque le coût de l'ouvrage devrait atteindre 4 milliards de dollars sur 5 ans. L'armée sera en charge du projet. Le Caire entend favoriser les échanges entre l'Europe et l'Asie et transformer l'Égypte aussi en pôle commercial majeur et moderne. À l'heure où on sait le tourisme et l'investissement dans le pays souffrent toujours de l'instabilité sécuritaire et politique de ces 3 dernières années. Moi, Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, déclare le début de la construction du nouveau canal de Suez qui sera une nouvelle artère d'importation de marchandises pour l'Égypte et sa population. Dieu bénisse l'Égypte et Dieu bénisse le peuple égyptien. Voilà, le canal de Suez, on le rappelle, c'est tout de même aujourd'hui 5 milliards de dollars par an de revenus et de précieuses devises pour l'Égypte. Et puis comment jeter aux oubliettes des poursuites pour corruption? Eh bien c'est grâce à un chèque de 100 millions de dollars que Bernie Ecclestone, 83 ans, a mis fin à ses ennuis judiciaires. Conformément à la loi locale, le tribunal de Munich a accepté hier d'abandonner les procédures qui visaient celui que l'on surnomme le grand argentier de la Formule 1, à qui il reprochait d'avoir versé 44 millions de dollars de pots de vin entre 2006 et 2007. Écoutez la réaction d'un habitant de Munich. Ja, ich bin ein bisschen überrascht.
Je suis un peu surpris. J'aurais préféré un verdict plutôt qu'un tel accord. Mais je suis conscient qu'il est très difficile d'arriver à un verdict qui soit légalement responsable. Partant de là, ce résultat est probablement le meilleur second choix possible. Et on s'intéresse à cette menace grandissante, celle d'une multiplication des opérations de boycott des produits israéliens, dans la foulée bien sûr du conflit avec le Hamas. Alors on l'aura constaté ces derniers jours sur le front diplomatique, le ton s'est brusquement durci envers Israël, et notamment du côté de l'Europe. Alors condamné par les politiques, démonisé par une partie de l'opinion, Israël a-t-il à craindre d'une nouvelle campagne de grande envergure contre ses exportations? On fait le point avec Jonas Citruc. Carnage, massacre, des termes de plus en plus forts utilisés par le président François Hollande et son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius pour qualifier la situation au Proche-Orient. Changement de vocabulaire pour les politiques et renforcement des initiatives à l'encontre de l'offensive israélienne. Sur Internet, les appels au boycott se multiplient. Un des acteurs majeurs est le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions, lancé en 2005 par 171 ONG palestiniennes. Son objectif, faire pression sur Israël par la voie économique. À court terme, l'objectif est d'arrêter les bombardements et de mettre fin au blocus de la bande de Gaza, d'ouvrir les frontières. Vous savez, ici, nous travaillons tous pour boycott, désinvestissement, sanctions. Un mouvement qui tient Israël pour responsable de violation du droit international. Sur son site internet, le mouvement a publié une liste complète des produits israéliens à boycotter. Nourriture, produits de beauté, médicaments, plus généralement l'ensemble des articles dont le code barre commence par 729, l'indicatif des produits israéliens. Problème, ces numéros correspondent au siège social de l'entreprise et non au lieu de production. Mais pour certains, la distinction n'est pas nécessaire puisqu'ils vont jusqu'à boycotter les grandes marques qui soutiennent Israël, comme par exemple Coca-Cola ou encore Starbucks. Mais il n'y a pas que le boycott qui menace Israël, il y a également le désinvestissement. C'est le cas par exemple du fonds d'investissement créé par le milliardaire américain George Soros qui a décidé de revendre ses actions de la société israélienne SodaStream. Une participation estimée à plus de 24 millions de dollars. Malgré tout, ces différentes actions sont-elles vraiment néfastes pour l'économie de l'État hébreu? Les avis sont partagés. Selon certains experts, la réponse est non, puisque les exportations concernent majoritairement le secteur des hautes technologies. Des entreprises qui ont pour la plupart des filiales dans des pays occidentaux et dont la provenance des produits est plus difficilement traçable. Une façon pour Israël de contourner le boycott de ces produits. Voilà, la très haute technologie, on est davantage au niveau de l'innovation, de l'expertise et souvent avec des savoir-faire uniques, donc sans doute moins de traçabilité. Alors est-ce pour autant qu'il faut minimiser ces menaces de boycott? Nous interrogeons le professeur Daniel Roache, bonjour. Oui, bonjour. Vous présidez la Chambre de commerce Israël-France. D'abord, est-ce que cette fois les choses vous paraissent plus graves, plus sérieuses? On s'oriente vers une intensification des opérations de boycott, y compris dans des pays clés pour Israël? Non, en fait, soyons très concrets. Les hommes d'affaires, les industriels sont réalistes. Le boycott arabe a un effet tout à fait marginal. On sait que c'est un exutoire pour les anti-Israël, mais il existe, ne serait-ce qu'en France, des lois très solides. Et en fait, il y a des méthodes pour bloquer ces boycotts. C'est tout d'abord le harcèlement juridique. Et les entreprises israéliennes ont des véritables stratégies de contournement. Vous savez, il y a un proverbe en France qui dit « On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces ». Les Israéliens sont des vieux singes. Ils savent très très bien comment il faut faire pour éviter à un moment donné d'avoir des problèmes frontaux avec des anti-israéliennes qui veulent boycotter l'État hébreu. Donc la parade passe aussi par des filiales à l'étranger pour plus de discrétion, on l'aura compris. Est-ce que d'après vous, le point de vue d'Israël, à savoir Israël se défend et c'est le Hamas qui cherche le maximum de victimes à Gaza, est-ce que c'est un point de vue qui trouve tout de même une oreille chez les investisseurs? Écoutez, les investisseurs actuellement, faut être très concret également. Je ne connais pas une entreprise de taille internationale qui ait repris ses billes et quitté Israël. Vous avez tous les grands groupes aujourd'hui qui sont présents dans le pays. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Israël représente pour elle un marché intéressant. Vous savez, Israël, c'est un pays, c'est un laboratoire de recherche et développement pour des multinationales. Donc l'intérêt de travailler avec Israël est évident pour les grands groupes industriels et personne n'a branché. Ce qui s'est passé quand même, c'est qu'il y a beaucoup de très grands groupes internationaux pendant cette dernière guerre
n'ont pas envoyé leur cadre, mais c'était leur cadre en Israël, c'était une parenthèse de quelques semaines. Mais en fait, globalement, aucune inquiétude sur le boycott arabe vis-à-vis de l'industrie, des technologies et du savoir-faire israélien. Merci Daniel Roach pour toutes ces explications. Voilà, et en tout cas, boycott ou pas, en tout cas, les exportations israéliennes ont progressé de quasiment 50% entre 2005 et 2013 à 40 milliards de dollars annuels. Alors, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Frédéric Loga, bienvenue à vous. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations chez Acacia Dynamics, une société fondée à La Rochelle il y a une quinzaine d'années, et vous proposez des outils, des solutions de communication pour les entreprises. C'est bien oui, cela. d'aide au marketing, d'aide à la décision, d'aide au management, des solutions qui font gagner du temps aux décideurs. Ouais. Alors d'abord votre avis face à ce type de campagne de boycott, sans rentrer dans les considérations politiques, est-ce que vous le ressentez à votre niveau? Absolument pas. Absolument pas. Ouais. Absolument pas. C'est pas des questions qu'on se pose. Hein. Dans tous les cas, nous aussi, on est un peu différents. On est un peu différents sur des PME françaises. Il n'y en a que 17% qui exportent. On a un modèle économique très particulier qui fait qu'on peut nous apprécier ou pas. Dans tous les cas, ce qui fait que les gens puissent nous aimer fait aussi des fois ce que les gens, ouais. On pourrait très bien repousser d'autres personnes avec ce type de méthode. Alors on va parler un petit peu du motif de votre présence ici en Israël. C'est pour lancer en Israël un nouveau produit. Alors on a un client historique ici depuis 7 ans qui s'appelle Kovetz Online. Et Israël fait partie des pays qualifiés premium par nos soutiens institutionnels comme BPI Investissement, UbiFrance, la COFAS. Ce sont vos principaux soutiens en France pour le développement à l'export de vos activités. Ouais. Totalement. Donc on a décidé sur un pays phare de la start-up numérique de lancer notre solution Ghost Dynamic ici il y a un mois. Et un mois après, on revient faire de très bons rendez-vous avec de très beaux comptes et on est très très bien reçus. Très bien reçus à Tel Aviv, très bien reçus pour faire de l'emploi ici dès le mois d'octobre. On va embaucher des Israéliens ici et des Franco-Israéliens aussi bien sûr et on va faire de l'emploi en France, en maintenir et en faire aussi en France. Donc ça participe aussi à cet objectif de relancer un petit peu l'emploi en France. Alors justement, vous travaillez dans le gain de performance, de productivité, d'efficacité. En venant ici, ça vous oblige quand même à observer, à étudier les pratiques, une vraie immersion. Est-ce que c'est la meilleure manière pour vous pour adapter votre offre? Est-ce que c'est une vraie immersion pour vous qui vous permet peut-être de voir aussi les différences entre les pratiques en France et en Israël? Mais totalement. Ici, les cycles de décision sont quand même très très courts. C'est 15 jours à 3 semaines pour un go ou no go, alors que chez nous, c'est beaucoup plus long. Vous avez un mot ici, c'est Tarless, je crois. Tarless, c'est droit au but. Et moi, ça me va bien, ça nous va bien. On est vraiment une entreprise très particulière. Emmanuel Brolawan, notre dirigeant, notre boss, celui qui a fondé cette boîte il y a 15 ans, il est philosophe mathématicien. Moi, je suis un logisticien et il a choisi Frédéric Loga pour créer ses réseaux de vente. Totalement, et l'action. Totalement. Le 1er septembre, Muriel nous rejoint. Muriel, eh bien, elle est totalement trilingue, elle est burkinabé et une de ses belles langues, c'est l'allemand. Elle est noire comme l'ébène, encore plus sombre que vous, très belle. Donc Sophie, notre assistante, elle a un doctorat, elle a une formation en doctorat sur du juridique et c'est une de nos meilleures vendeuses. Voilà, donc on est vraiment atypique. C'est là-dessus. Est-ce qu'il y a en quelques mots un vrai décalage entre les us et coutumes en France et les pratiques ici en Israël au niveau culturel, culture d'entreprise? Vous voulez faire de l'argent, vous voulez maintenir de l'emploi, en créer. Moi, ce que j'aime bien dans votre culture économique, au niveau des entreprises, c'est qu'on a facilement accès aux managers. C'est que les rendez-vous sont très bien préparés. Alors en France, il y a des entreprises qui travaillent aussi de cette façon-là et on aime bien se rapprocher d'elles. Dans tous les cas, il y a énormément de managers qui observent ce que l'on fait, beaucoup de managers de petites PME, petites TPE et qui attendent nos résultats. Ouais, donc la mode israélienne qui intéresse aussi en France. Merci beaucoup Frédéric Loga d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Et on va passer au Media Watch. La revue de presse, et quand l'industrie des séries télévisées vient à la rescousse de certaines régions en Europe, à la peine sur le plan économique. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors vous nous emmenez en Andalousie. Effectivement, le tournage donc de la 5e saison de la célèbre série américaine Game of Thrones débutera en octobre près de Séville en Espagne. L'objectif est de rebooster l'économie andalouse, une région où le chômage touche environ 35% de la population active. Et selon le quotidien espagnol El Mundo, le tournage pourrait rapporter environ 100 millions d'euros
créer 4000 emplois, sans compter tous les bénéfices liés au tourisme. Et pour donner cette estimation, le journal s'est en fait basé sur l'impact de la série en Irlande du Nord, où se sont déroulés plusieurs épisodes, un impact estimé à plus de 110 millions d'euros depuis 2010. C'est déjà ça. Alors on termine avec l'annonce du groupe 21st Century Fox qui renonce au rachat de Time Warner. Exactement, donc le géant des médias 21st Century Fox ne rachètera pas son concurrent Time Warner. Rupert Murdoch avait pourtant fait une offre généreuse, 80 milliards de dollars, donc environ 60 milliards d'euros, mais ça n'a pas convaincu Time Warner, c'était pas assez. Par ailleurs, une partie de cette somme devait être versée sous forme numéraire et l'autre partie sous forme d'action. Le problème, c'est que le cours de l'action de 21st Century Fox était en baisse depuis environ un mois, donc même pour Rupert Murdoch, cette transaction n'était plus vraiment intéressante, plus vraiment rentable. Toujours cette finesse en affaires pour Rupert Murdoch. Merci beaucoup Johanna et à demain. À demain. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain sur i24 News avec notamment un large dossier consacré à l'Afrique. Restez avec nous, l'information continue.